On parle probablement d'un match de football, un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Algérie-Nigeria. Mais ce qui s'est joué ce soir-là, et surtout ce qui s'est produit dans les jours qui ont suivi, dépasse très largement le cadre du terrain. On a quitté le sport pour entrer dans une autre dimension, une dimension où se croisent colère populaire, rumeurs mondiales, silence institutionnel et soupçons de manipulation. Une dimension où le match ne se joue plus avec un ballon, mais avec des mots, des récits et des perceptions. Très vite, après l'élimination de l'Algérie, une histoire s'est imposée dans l'espace médiatique et sur les réseaux sociaux. Une histoire puissante, structurée, presque trop parfaite. Le récit d'une injustice qui, pour une fois, ne serait pas conservée impunie. Le récit d'une colère qui remonterait jusqu'au sommet du football mondial. Le récit d'un président de la FIFA, Gianni Infantino, qui serait sorti de son silence avec des mots d'une violence inédite. Pas une simple critique, pas une formule diplomatique, mais une condamnation brutale de ce qui serait passé lors de ce match. Et c'est là que commence le vrai match. Non pas sur la pelouse, mais dans l'arène de l'information, entre un récit qui enflamme des millions de personnes et un silence officiel presque total, entre ce que beaucoup veulent croire et ce que l'on peut réellement vérifier. Alors aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si l'Algérie a bien ou mal joué. La vraie question est plus profonde. Qu'est-ce qui est avéré? Qu'est-ce qui relève de la rumeur? Et pourquoi ce récit a-t-il pris une telle ampleur? Reprenons depuis le début. Toute partie d'informations attribuées à des sources non officielles, parfois présentées comme issues de réseaux médiatiques suisses. Selon ces récits, Gianni Infantino aurait qualifié ce qui s'est passé de totalement inacceptable. Jusque-là, le propos reste vague, mais déjà lourd. Puis vient la phrase qui change tout. Il aurait ajouté que ce n'était pas une simple erreur d'arbitrage, mais une série de décisions posant de sérieuses questions sur l'intégrité et la partialité. Ces mots-là ne sont pas anodins. Intégrité, partialité. On ne parle plus d'erreur humaine, on ne parle plus de mauvaise appréciation. On suggère une intention, une orientation, une volonté. Et à partir de là, le récit bascule. Mais sur quoi s'appuie cette accusation supposée? Le dossier présenté par cette narration est très précis. D'abord, il y a le contexte. 7 cartons jaunes infligés à l'Algérie. 7. Un chiffre jugé énorme par beaucoup de supporters. Dans le récit dominant, ces cartons ne sont pas perçus comme la conséquence d'un match engagé, mais comme un outil. Un moyen de casser le rythme, d'installer la peur, de modifier le comportement des joueurs clés. Un joueur averti très tôt ne défend plus de la même manière. Il hésite, il temporise et collectivement, l'équipe perd son agressivité. Dans cette lecture, l'arbitre ne serait plus un arbitre, il deviendrait un acteur tactique du match. Mais ce n'est pas là que se situe le point de rupture. L'image qui a mis le feu aux poudres, celle qui a cristallisé toute la colère, c'est cette fameuse main dans la surface nigériane. Une action devenue virale, un bras jugé décollé du corps, une frappe contrée, une trajectoire modifiée. Pour beaucoup, ce n'est pas une zone grise, c'est une évidence. Et pourtant, rien. Pas de pénalité, pas de consultation visible, pas d'intervention de l'assistance vidéo. Et c'est précisément à ce moment-là que la VAR entre au cœur du débat. Car l'arbitre de champ peut être trompeur, il est humain. Mais la VAR existe précisément pour corriger ce type de situation jugée claire et manifeste. Or, ce soir-là, selon le ressenti dominant, elle reste muette. Et dans le football moderne, le silence est parfois plus violent qu'une mauvaise décision. C'est ici qu'un deuxième nom apparaît dans le récit, Pierluigi Collina, le patron de l'arbitrage mondial. Selon la rumeur, son intervention aurait été encore plus sévère que celle attribuée à Infantino. Il n'aurait pas parlé d'erreur, mais de scandale arbitral. Il aurait évoqué un soupçon d'intention et des indicateurs graves de mauvaise foi. Si ces propos étaient réels, ils seraient historiques. Ils signifieraient que les plus hautes autorités autorisent publiquement la faillite de leur propre système. C'est précisément pour cela que ce récit a eu un impact aussi massif. Il valide émotionnellement la colère des supporters. Il donne une légitimité suprême au sentiment d'injustice. Mais le récit ne s'arrête pas là.
Il tente de montrer que ce match n'est pas un cas isolé. Il évoque d'autres plaintes supposées, d'autres sélections qui auraient souffert d'un arbitrage controversé pendant la même compétition. La Tanzanie, le Mali, le Cameroun. Et un élément revient systématiquement dans cette construction. Ces plaintes concerneraient des matchs face au Maroc. À partir de là, le récit change encore de dimension. On ne parle plus seulement d'erreurs arbitrales. On parle de schémas, d'influence, de géopolitique du football africain. Une autre théorie apparaît alors, celle de la compensation. Selon cette lecture, le Nigeria, absent de la dernière Coupe du Monde, aurait bénéficié d'un contexte favorable pour maintenir un certain équilibre de puissance. L'arbitrage deviendrait un outil de régulation politique, une vision glaçante du sport. Si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, les conséquences sont énormes. Cela impliquerait que des sanctions aient été prises. Le récit affirme d'ailleurs que l'arbitre aurait été suspendu, écarté des grandes compétitions, exclu du mondial. Une victoire morale pour les supporters, la preuve que la justice a été rendue. Mais c'est précisément ici que cette histoire, aussi cohérente soit-elle, se heurte à un mur. Le mur du réel vérifiable. Car lorsqu'on cherche des confirmations officielle, le résultat est troublant. Pas de communiqué de la FIFA, pas de déclaration enregistrée, pas de citation officielle attribuée à Infantino ou à Collina. Rien. Le silence absolu. Le seul fait avéré, documenté, c'est que la Fédération algérienne de football a bien déposé une plainte. Et la seule réponse officielle connue est une formule administrative. Le dossier est en cours d'examen. On passe brutalement d'un récit explosif à une bureaucratie froide et opaque. Alors comment expliquer un tel décalage? Une hypothèse s'impose. Le vide institutionnel a été comblé par la rumeur. Les supporters ressentent une profonde injustice et ce récit leur offre une réparation symbolique, une justice par procuration. Puisque l'institution ne parle pas, on la fait parler. La rumeur devient un outil de pression politique et médiatique. Elle impose un récit là où l'autorité officielle reste muette. Au final, deux réalités coexistent. D'un côté, un sentiment d'injustice réel, puissant, partagé par des millions de personnes. De l'autre, une absence totale de confirmation officielle. Et une question fondamentale surgit, bien au-delà du football, dans un monde saturé d'informations, qui détient réellement le pouvoir. L'institution qui enquête lentement et communique peu, ou la foule numérique qui impose son verdict par la force du récit et de l'émotion? C'est cette question-là, bien plus que le résultat d'un quart de finale, que cette affaire nous oblige à poser.